et à tous. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir Jean Le Bohel. Sa venue fait d'ailleurs écho à la 23e édition du Printemps des Poètes, qui nous invite notamment à repenser le désir cette année. Bonjour Jean, comment allez-vous? Bonjour Yolande. Ben, je vais bien, enfin autant qu'on puisse aller bien dans une période aussi troublée parce qu'on s'inquiète pour les autres, qu'on s'inquiète pour les autres en tant que personne, et parce qu'on s'inquiète aussi pour la société dans laquelle nous nous trouvons, pour l'équilibre des uns et des autres, même pour les droits fondamentaux, même pour l'accès à la culture, l'accès aux études, etc. Et c'est donc une période un peu trouble, même si à titre personnel, à part la tristesse d'avoir perdu certains amis, je pense notamment au poète Guy Chaki qui est parti le 7 avril, et à tant d'autres. Mais c'était un auteur que je publiais par ailleurs. Donc, à part ça, oui, je vais bien. Nous vous accueillons donc aujourd'hui avec ce titre Jusqu'au jour, qui est le titre du dernier ouvrage de Jean, qui a reçu le prestigieux prix de l'Académie Mallarmé en 2020. Et notamment, j'ai une question à vous poser. Comment avez-vous vécu cette annonce, Jean? Avec beaucoup de surprise et presque d'incrédulité. C'est-à-dire que j'avais déjà été finaliste en 2017 pour Et leurs bras frêles tordant le destin, et ce qui était déjà pour moi un peu inespéré, parce que en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que le fait que l'Académie Mallarmé m'ait récompensé, ça doit être un encouragement pour beaucoup. On peut être de province, on peut être dans une maison d'édition modeste et malgré tout retenir l'attention de cette institution qui est plus ouverte qu'on ne le pense. Donc j'avais déjà été finaliste, on m'avait appris que j'étais à nouveau finaliste, j'étais très heureux. Je me suis dit donc, ça n'est pas le fait du hasard, c'est une reconnaissance de mes pairs, il y a là beaucoup de poètes que j'admire, et j'étais tout heureux de cette place parmi les finalistes. Bon, il y avait un autre, enfin tous les recueils à ce niveau-là sont bons, mais il y avait un autre recueil qu'on disait favori, et j'avais lu le texte, je trouvais qu'il était très beau, je n'attendais plus rien. Et puis, j'ouvre mon téléphone et je vois un message de félicitations de Colette Miss-Mazur, qui est une grande amie, parce que c'est toujours le plus récent qui s'affiche. Je dis, mais de quoi me félicite-t-elle? Et j'ai compris que j'avais le prix comme ça. Et en remontant le fil des messages, il y en avait beaucoup, effectivement, il y avait celui de la secrétaire du prix qui m'a annoncé la nouvelle. Voilà. Donc beaucoup de surprises. En même temps, c'est un honneur. Alors, il y a ce moment où on se dit, mais est-ce que je ne suis pas un imposteur? Est-ce que je le mérite vraiment? Et puis il y a aussi le moment où on se dit, ben, il faudra que je sois à la hauteur. Est-ce que je vais encore oser écrire? Et où on pense, après tout, ben ce prix, on va le mettre au service de la poésie, mettre au service de la conception que j'ai de la poésie et de la littérature, qui doit aller vers les gens, qui doit être proche des gens, sans renoncer à rien, évidemment. Mais c'est un devoir autant qu'une récompense. Voilà. Alors justement, pour votre livre, Jusqu'au jour, déjà le titre Jusqu'au jour, on a envie de continuer la phrase, c'est vrai que ça nous invite aussi, nous, à écrire de la poésie. Et puis j'ai remarqué, ça m'a vraiment... j'étais vraiment très très émue en vous lisant, et j'ai remarqué également le manque de ponctuation. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation dans vos écrits? Ah, alors ça, c'est la conception que j'ai de la poésie et du langage poétique. D'abord, je n'invente pas la chose. Depuis Apollinaire et même avant, on sait que la ponctuation appartient plutôt à la prose qu'à la poésie. La poésie contemporaine a renoncé, tout au moins pour l'immense majorité de ses écrivains, a renoncé à un certain nombre de règles traditionnelles comme
la rime obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait jamais, mais ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoire. J'ai renoncé aussi, par exemple, à la majuscule. Oui. La distinction entre majuscule et minuscule n'a pas toujours existé. Et il y a de très grands poètes qui l'ont ignoré absolument parce que ça, tout simplement, ça n'était pas pratiqué. C'est une invention de la fin du Moyen-Âge. Donc, on peut écrire de même la rime. L'essentiel, enfin les plus grands poètes, ceux qui m'ont peut-être formé, qui ont contribué largement à ma formation, je pense à Homère, je pense à Virgile, je pense à Horace, ne savaient pas ce que c'était qu'une rime. Et c'est de la poésie quand même, indubitablement. Donc nous sommes dans des clichés. La ponctuation, je pense, en fait partie, parce que la parole du poète doit être différente, sauf quand il explique, comme maintenant, doit être différente de celle du prosateur, de celui qui fait un récit de fiction. C'est une parole qui doit ménager quelque chose du côté du mystère. Et nous ne sommes pas là pour apporter des réponses, plutôt pour permettre aux gens de se poser des questions et d'apporter peut-être leurs propres réponses. Et moi, ça ne me gêne pas si certains passages sont amphibologiques. S'il y a un verbe A, un verbe B et un verbe C, que les gens se disent que le verbe B va avec le verbe A ou que le verbe B va avec le verbe C, ça m'est indifférent. L'essentiel, c'est qu'ils construisent leur lecture. Et moi, je suis là pour mettre cette indécision, cette tentative d'aller au-delà du langage, je suis là pour le mettre en musique. Voilà. Même si, bien sûr, j'ai ma lecture. Mais dans les gens qui m'ont précédé, il y a par exemple quelqu'un comme Paul Valéry. Et alors, Paul Valéry, il faut lire la préface de Charmes, qui est un recueil qu'il avait écrit et qui a été réédité avec des commentaires d'Émile Chartier, dit Alain, le philosophe, très célèbre, et Paul Valéry n'a pas pu refuser l'offre d'Émile Chartier. Alain a proposé à Valéry d'accompagner ces textes. Et Valéry, dans sa préface, témoigne avec beaucoup d'humour et d'intelligence de son inquiétude de poète. Et il écrit « Mes vers ont le sens qu'on leur prête. Celui que je leur donne ne s'applique qu'à moi. » Autrement dit, je ne suis pas là pour imposer ma lecture, je suis là pour permettre à chacun de construire la sienne. Voilà. Il est un pays d'ombre douce, de soleil rasant d'automne, bogue de hérissons parmi les châtaignes, sillon meuble sous les pas, marais tendre du blé qui lève. Un pays de rites, poitrine pétrie au passage fidèle des grues, leurs grandes ailes calmes sous le vent, cœur blotti au cri de la chouette, tantôt buse piolant, tantôt trotte-menu de musaraigne. Un pays de sources fraîches, de pommes et de taches peineuses, de bêtes lourdes, une vie d'arbres qu'on plante et qu'on abat. Que sont les poètes, si lents dans l'urgence des foules tonitruantes, dérisoires leur voix, dissonantes aussi, comme le cri, comme la main tendue et comme le chaos. Ils ont la faiblesse obstinée de qui veut vivre. Ils aiment la mort et ils la défient. Qui n'entend leur printemps quand ils s'unissent, quand ils s'oublient? Ils ont cet étrange en partage qui n'est que l'écoute, qui n'est que l'homme quand il fleurit. Ce matin, pourquoi peux-tu dire si peu de ce qui advient aux autres? Ils te parlent pourtant, leurs bras se nouent en ton ventre, leur joie, leur peine respirent en toi, comme l'enfant que tu fus, sage et révolté, sur le sol à côté de la table des grands, qui ne sait toujours pas pleurer. Qui a dit la vie est dans l'amour, dans la douce cadence du désir, peau nègre, peau blanche mêlée,
et le rire à leur corps? Qui a vu les étoiles attentives trouant la casserole de la nuit et la lune joueuse dans la toison des prairies? Qui a cru aux frissons lisses du semis sur la peau de l'hiver et la fleur et le fruit se répondant? Qui a compris qu'il faut des cheveux pour que vive le vent, et entendu le chaos marin à la lumière d'un tableau? Qui a reconnu son frère en l'arbre, attente insatiable, gorgé du sol et du jour, prisonnier que la hache délivre? Qui a usé les chemins à saluer les sources et porté à l'épaule le fardeau des jours? Celui-là sait que la beauté s'éveille de nos regards, qu'elle a besoin d'un cœur pour advenir, et qu'il naît de laideur à qui s'est aimé, à qui s'est mourir. Un jour, on connaît le malheur, le vrai, ces pierres qu'on ne soulève pas, ces nuits qui ne protègent pas. On ne sait plus quel mot pour les autres à leur tour frapper, juste leur tenir la main. À l'ordinaire, ce n'est pas un Auschwitz, ce n'est pas la nuit des camps, ni la haine en meute, non, c'est la peur et c'est la honte de l'enfant sur le chemin de l'école et qui ne comprend pas. C'est porter son nom, son corps, comme une tâche, et papa qui se tait, et maman que la rue bat froid. C'est le refuge toujours dans les mêmes bras, et l'autre qu'on chasse de soi. Nous voudrions passer sur cette terre comme le nageur dans la rivière, sans rien troubler que le reflet des rives, et l'eau, après lui, se referme. Chaque âme, chaque pierre nous serait douce, et le nid des mésanges ne se bâtirait pas sans nous. Folie des penseurs sur leurs rochers, qui cherchent une voie, là où il n'y a pas de chemin. Nous ne vivrions pas notre lot qui est de meurtre, même insu, de saccage, de destruction, monde absurde, sauf l'amour et la beauté, où personne ne voit venir la vipère qui se défend et mord le talon des jeunes femmes. Le désir s'accroche aux herbes folles, sirène que l'eau louange. Il sème des cailloux blancs dans le lit de la rivière. Il passe sous les ponts avec ceux qui fuient et ceux qui se perdent. Il se noie dans un reflet, mais il ne tarit pas, il coule de source. Merci Jean pour ces belles paroles. Ce livre vraiment nous apporte beaucoup. J'espère qu'ils vous auront aussi, vous, lecteurs et lectrices et lecteurs, beaucoup plu. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de venir dans le réseau des médiathèques pour retrouver les ouvrages de Jean Le Bohel. Merci, à bientôt. Merci.